et tutti quanti. Combien de fois avons-nous entendu ces paroles? Ou bien, combien de fois t'étais-tu dit ces paroles ou l'as-tu pensé? La société nous érige souvent des modèles à qui nous devons ressembler. Ou bien, elle nous érige en modèle afin que d'autres se comparent à nous pour nous ressembler. Le premier pas vers l'échec, c'est de penser ainsi. Personne ne peut être comme une autre personne. Personne ne peut ressembler à qui que ce soit. En réalité, chacun est ce qu'il est et comment il est. Le leader ne se compare jamais aux autres. Il est tout simplement conscient de ce qu'il est, de celui qu'il est, et fait tout pour entraîner et motiver les autres à être eux-mêmes et à travailler pour leur devenir et leur réussite. Se comparer aux autres, c'est abandonner ton chemin et essayer de suivre une voie qui n'est pas la sienne. Emprunter un chemin qui ne t'est pas tracé, c'est en quelque sorte comme voler ce qui est à autrui. Nous pouvons toujours prendre exemple sur les autres pour mieux éclairer notre voie, augmenter notre motivation et retrouver ou trouver notre propre chemin. Mais il faut être conscient que ce qui est en l'autre n'est pas en moi. Ce qui est de l'autre n'est pas de moi. Chaque personne est unique en son genre et personne ne peut être comme l'autre. Cette conscience demande qu'intérieurement qu'on soit convaincu qu'on peut y arriver. Le convaincu réussit là où le vaincu échoue et le soumis trépasse. Cette vie est faite pour les combattants aux esprits forts, convaincus de leur capacité et de leur pouvoir intérieur, et non pour les vaincus, les soumis et les mauviettes qui se débinent à chaque obstacle. Comme le disait le capitaine Thomas Sankara le 4 août 1987, la révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Subir son destin, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Le destin se forge, se vit, se trace avec courage, constance et abnégation. Chaque personne a son destin et c'est à lui de faire en sorte qu'il soit radieux, illuminé et porteur d'espoir. Si tu poses tout le temps ton regard sur les autres, tu n'auras pas le temps de voir tes capacités et les possibilités qui sont en toi. Tu ne vas pas te mirer en lui et tu n'auras pas le temps de prendre les choses en main toi-même. Sois toi-même, crois en toi-même et pose les jalons de ta propre réussite. Bien entendu, il nous faudra une bonne dose de volonté pour surfer sur les vagues souvent agitées de la vie et nous permettre ainsi d'accoster au large de nos rêves. La volonté n'est rien d'autre que la force dynamique de la conscience. Ne t'offusque pas du fait que tu sois sans diplôme pour faire telle ou telle chose ou pour te juger incompétent à exercer un tel métier. Tu peux ne pas avoir la compétence et avoir le talent. En effet, la société reconnaît aisément le principe de la compétence et du talent. La compétence est d'autant mieux acceptée qu'elle s'arme des diplômes adéquats. La société manifeste parfois une certaine forme d'intolérance devant toute prétention de compétences techniques et intellectuelles qui ne serait pas sous-tendue par des diplômes adéquats. La société reconnaît qu'il existe quelque chose appelé talent et elle accepte aisément le talent pour lui-même, c'est-à-dire sans l'inféoder à des cursus officiels. La compétence vaut par son accréditation par des organismes officiels. Le talent vaut par l'appréciation directe du public. Si la compétence est importante pour réaliser certaines choses, nous avons le plus souvent besoin du talent pour accomplir certaines tâches. Pour cela, il est important de développer sa puissance à tout point de vue. Cette puissance vous permettra de transcender les choses et les êtres et d'arriver au bout de nos objectifs. La puissance, c'est ce pouvoir personnel qui permet à l'individu de répondre plus ou moins totalement à ses besoins, de réaliser plus ou moins totalement ses désirs, de résoudre plus ou moins totalement ses problèmes et de faire face plus ou moins efficacement aux pressions extérieures. Pour le dire en peu de mots, la puissance, c'est le pouvoir d'agir sur les réalités, nous dit K.O. Schmitt dans son livre « Le hasard n'existe pas ». Neuvième principe,
Soyez patient et persévérant. Jean de La Fontaine disait que patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Lorsqu'on se fixe un objectif et qu'on le poursuit, il ne faut pas être pressé de l'atteindre. Rien de bon ne peut sortir de la précipitation. La patience est une vertu qu'il faut cultiver toujours. Nous reproduisons ici un article donc très pertinent tiré du site www.vibrationpositive.com. Pour réussir, vous devez apprendre à vous montrer patient. Apprendre à se montrer patient nécessite de recommencer une chose encore et encore jusqu'à la maîtrise de votre sujet. De la patience naît la persévérance et de la persévérance naît la patience. Comme le dit le dicton populaire, la patience est une vertu. Il faut bien savoir s'armer de patience pour réussir ce que l'on entreprend. Elle peut permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et bien des douleurs liées à la précipitation irréfléchie. Le fait d'aller trop vite en besogne a pour conséquence de ramener des tas d'ennuis. Nous sommes ici en présence d'un paradoxe un peu gênant. Il y a deux écoles qui divisent les aspirants à la réussite financière, par exemple. Ceux qui attendent un maximum de temps avant de se lancer en affaires pour parfaire leurs connaissances et être parés à toute éventualité. Et ceux qui se lancent le plus tôt possible pour s'améliorer au cours de leur évolution. Après une longue période d'hésitation, il semble logique de se ranger auprès de ceux du deuxième groupe. Le temps passe inexorablement et chaque journée improductive est une journée de perdu. Il faut savoir se montrer patient sur le long terme lorsque l'on se forme dans un domaine, mais impatient dans le fait de chercher à implanter son savoir le plus vite possible dès que l'on peut se le permettre. La patience vient au bout de pratiquement tout et les leçons que l'on retire de la patience forment le caractère. La patience est une qualité essentielle qui, une fois maîtrisée, mène la personne qui la pratique à plus de sagesse. Cette sagesse dirige ainsi les gens à des choix plus conscients, réfléchis dans leur vie. La patience, qui est la porte d'accès à la sagesse, est l'art d'espérer. Et cet art est mis en pratique par la persévérance dans l'action. La persévérance est le fruit de la patience ou inversement. D'après vous, laquelle de ces notions précède l'autre? Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes deux complémentaires. Il peut être difficile de se montrer patient et persévérant. Les enfants le savent, les adultes aussi. Nous vivons dans le monde de l'immédiat. Messagerie instantanée, film à la demande, restauration rapide. L'être humain désire des réponses et des solutions immédiates aux questions et problèmes les plus profonds aux plus insignifiants. La patience demande de travailler activement pour l'accomplissement de buts de valeur et de ne pas succomber au découragement quand les résultats n'arrivent pas tout de suite. La patience n'est pas le fait de ne pas agir à cause de la peur. Ce n'est pas une résignation passive. Être patient, c'est s'en tenir à une idée de façon plus large à un projet et faire tout ce que l'on peut en espérant, en travaillant, en acceptant les successions d'événements mauvais, malheureux qui affectent l'existence humaine, en ayant foi en soi, même si ce que l'on veut de tout cœur ne nous est pas donné tout de suite. Être patient, ce n'est pas seulement persévérer, c'est persévérer avec efficacité. C'est apprendre et comprendre de ses erreurs passées. C'est réorienter ses efforts à chaque nouvel essai jusqu'à l'atteinte du but fixé, en cumulant et analysant les résultats qui n'ont pas fonctionné. Même quand les objections ou difficultés s'accumulent en nous et autour de nous, le fait de se montrer patient et de persévérer peut bien souvent nous faire déplacer des montagnes. Rien de vraiment valable ne peut être accompli sans patience et persévérance. Ces deux qualités nous font sans cesse revenir à la charge. À savoir qu'il est rare que le bonheur, la réussite, la richesse s'obtiennent au premier essai. Votre impatience est la cause de la plupart de vos découragements. Quand vous êtes porté au découragement, si vous désirez vraiment réussir, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre la décision
de vous répéter en boucle des phrases ultra motivatrices pour vous faire dépasser ce moment où vous êtes au creux de la vague, pour repartir de bon pied dans l'action plus revigorée que jamais. Des phrases entraînantes comme « je suis de plus en plus persévérant »,« abandonner n'est pas une option »,« je suis certain que je réussirai »,« il existe une solution à tout problème »,« je suis déterminé à persévérer sans me laisser abattre par les circonstances, les critiques, les problèmes ». Quoi que vous ayez fait, mal fait, oublié de faire par le passé, si vous décidez absolument de persister vers votre but, vous pouvez réussir à être heureux et même riche et heureux. La patience et la persévérance vous permettent de survivre à toutes les épreuves de la vie. À travers la patience, continuez, ne lâchez pas, quoi que les gens pensent ou fassent, quoi qu'ils disent de vous. La patience et la persévérance sont les qualités essentielles qui font la différence entre les gagnants et les perdants. Ça a toujours été ainsi et cela le sera toujours. Votre patience et votre persévérance peuvent se développer. Vous pouvez apprendre à devenir patient et persévérant. Vous pouvez vous montrer persévérant en vous imposant de petits buts à court terme pour commencer. Vous devez vous forcer à les réaliser entièrement quoi qu'il arrive. Comme aller courir au moins une fois par semaine, finir un livre par exemple avant une date précise, essayer de faire un gâteau ou une autre recette de cuisine et persévérer jusqu'à réussir. Pour les projets ambitieux, ne vous découragez pas. Soyez comme un enfant qui apprend à marcher. À ses débuts, il est maladroit. Il tombe et se relève constamment. Il lui faut du temps pour maîtriser cet équilibre instable qu'est la marche. Jusqu'au jour où il sait marcher et veut se mettre à courir. Cet enfant a mis un certain temps pour apprendre à marcher et plus tard à courir. Mais il y est arrivé en faisant preuve de détermination, de patience et de persévérance. La patience et la persévérance sont des outils formidables pour se construire et s'améliorer avec le temps. Mais il faut les utiliser en demeurant focus sur un sujet et ne pas faire la girouette en changeant constamment d'idée de projet. La patience et la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible envisageable et l'envisageable réalisé. Êtes-vous plutôt patient et impatient dans la vie de tous les jours? Vous considérez-vous comme quelqu'un de persévérant? La patience et la persévérance sont les clés de toute réussite, quelle que soit l'ampleur et la nature de vos projets. 10e principe, osez. Faites silence et donnez. L'un des plus grands freins à notre réussite est le manque d'audace. La plupart du temps, nous réfléchissons trop en posant toutes les hypothèses possibles avant de passer un acte concret ou de prendre une quelconque décision qui nous permette d'avancer. Or, à force de réfléchir et de ne pas prendre de décision, les appréhensions, la peur et le doute s'insurgent dans notre esprit et minent petit à petit notre assurance et notre confiance. Oser veut dire ne pas se limiter aux règles tacites édictées par la société. Avant même notre décision d'agir, nos craintes limitent nos actions sans qu'elles aient été éprouvées sur le terrain. Or, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer tant qu'on n'agit pas. La plupart du temps, nous ne cessons de le dire, nos craintes ne se réalisent jamais. Nous avons peur pour rien, nous stressons pour rien et nous limitons grandement notre avancée sur la route du succès pour rien. Le capitaine Thomas Sankara disait qu'il fallait oser inventer l'avenir. Assertion ne peut être aussi vraie. L'avenir dépend en grande partie de la vision que nous en avons et des actes que nous posons ici et maintenant. L'avenir ne surgit jamais ex nihilo et ne tombe pas également ex abrupto. Mais il se construit aujourd'hui lentement, mais sûrement, avec conviction et audace. Pour cela, nous devons repousser et poursuivre nos peurs jusqu'à leur dernier retranchement et agir en conséquence en écoutant notre cœur et notre conscience. Il y a une idée en karaté qui reflète bien ce comportement. Le koku, ou vaincre, maîtriser, réaliser. Le koku est une notion que nous pouvons nous appliquer à notre vie de tous les jours sur la route du succès. Vaincre,
Maîtriser et ensuite résister pour ne pas succomber et retourner à la case départ demande un état d'esprit. C'est comme dans un combat où les combattants n'ont en vue que la victoire. Il faut gagner. Mais pour gagner donc, vaincre, il faut un entraînement quotidien à la vie. Pour gagner au combat de la vie, il faut s'entraîner à vivre. Or, tout entraînement a ses règles et ses exigences qui nous préparent et nous prédisposent à la victoire. Dans son livre intitulé Karaté Do Voix du cœur, Yves Ayash nous dit que lors de l'entraînement, le corps doit être complètement détendu. L'intention et l'énergie sont nécessaires. En fait, sans une intention affirmée, couplée à une énergie puissante, notre entraînement à la victoire est vain. En effet, l'intention et l'énergie doivent être concentrées en un seul point. L'esprit doit être clair, serein, disponible et ouvert. Ce sont des conditions nécessaires également pour oser. Ainsi, l'esprit pourra par intuition capter tous les messages à lui envoyés par le cosmos, les décrypter et donner le message pour une action idoine nous menant vers la réussite. La vie moderne qui de plus en plus laisse la place à la compétition tend à modifier nos comportements face aux différents événements que nous rencontrons. Elle a développé des sentiments de peur et la crainte de l'autre. Être naturel, c'est faire un retour aux sources. Ne pas obligatoirement fuir devant le danger, les difficultés ou l'inconnu, mais plutôt y faire face d'une manière détendue et sereine. Nous ne répéterons jamais assez que la vie est un combat. Mais ce combat se gagne par le cœur et par l'esprit. Ce n'est pas seulement une épreuve de force, mais c'est une compréhension et une maîtrise des choses de la vie, une appréhension des événements. Il s'agit pour arriver au bout, non de casser ou de détruire quoi que ce soit, mais plutôt de comprendre, transformer et dévier. Le plus grand partenaire dans ce combat que nous menons pour notre réussite n'est personne d'autre que nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand allié et nous devons le savoir. Nous devons en être convaincus. Or, tout se construit dans le temps et dans l'espace, ou dans l'espace-temps. Il s'agira ici donc de maîtriser et de bien maîtriser le temps et la distance, ou l'espace-temps, qui nous sépare de l'instant présent au futur où nous tiendrons la réussite entre nos mains. Cette distance et ce temps, les Japonais l'expriment par le mot ma. Le ma traduit ces deux notions. La distance doit être prise au sens d'intervalle entre deux états d'une même pensée, et le temps comme étant la durée qui s'écoule entre ces deux pensées. Dans ce combat de la vie pour la réussite, il faut vivre dans le même temps et le même espace que son partenaire, c'est-à-dire soi-même. Si l'un de ces deux paramètres est rompu, il y a déconcentration et on ne met plus le focus sur l'objectif à atteindre. On s'en écarte petit à petit sans s'en rendre compte. Les règles sont très subtiles dans ce combat et tout se situe au niveau du mental. Le combat passe d'abord par la victoire sur notre mental, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Un mental fort ne signifie pas être une tête brûlée, foncer dans le tas, mais plutôt avoir la capacité d'analyse, de réflexion, d'adaptation et d'ouverture vers l'autre. C'est avoir la conscience ouverte à la nouveauté. Cependant, il est important de savoir que l'issue du combat n'est jamais sûre. Il faut avoir fortement conscience de ce fait, car il conditionne l'approche du combat et une certaine réflexion avant de prendre la décision de l'engager. Une grande maîtrise de soi permet d'éviter des situations délicates et l'on pourrait se placer dans une trop grande impulsivité. Or, l'impulsivité nous aveugle et ne nous permet plus d'avoir les idées claires. Or, c'est en ce moment qu'on a le plus besoin de lucidité et de clairvoyance pour prendre les bonnes décisions et avancer. La réussite passe également par le silence. Savoir faire silence en soi-même pour écouter son cœur et capter les messages de sa conscience. Si nous devons prendre une décision qui engage notre vie, retirons-nous en nous-mêmes et examinons la question avec notre conscience. Laissons-la nous parler et nous guider. En faisant silence, on apprendra à nous parler nous-mêmes. La voie de la réussite est une voie intérieure. Seuls ceux qui savent faire silence et rentrer en eux-mêmes découvrent le chemin qui y mène et sauront franchir tous les obstacles qui se dresseront sur leur route. Dans mon livre intitulé De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie, je disais que le silence est écoute active et attentive du moi profond.
Le silence est cette voix qui nous parle tout doucement de l'intérieur et du plus profond de nous-mêmes. Il exprime les paroles que la bouche ne peut prononcer et que le cœur médite tout doucement. Il est l'autoroute d'un esprit apaisé qui file à toute vitesse dans les méandres d'une pensée tranquille. Le silence est la mobilisation des ressources internes de l'homme pour expérimenter ce qu'il a de plus beau et de plus vivant. C'est la paix intérieure qui se fait douceur même dans un fratras de paroles clinquantes qui désorientent l'homme. Le silence est le lieu où l'homme rencontre sa conscience, là où le chuchotement de l'esprit chatouille les oreilles du cœur pour faire entendre le message de l'âme qui se découvre. Faire silence, c'est faire table rase de toutes les incohérences inhérentes à l'homme pour atteindre une symbiose corps, esprit, âme. Faire silence, c'est puiser au fond de soi pour décrypter le message de tous les sens en ébullition et qui ne tendent que vers un seul but, la perfection de l'être. Le silence n'est pas absence, mais présence effacée de toutes les composantes de l'homme. La cause est donc entendue. C'est dans ce silence où on s'écoute soi-même qu'on retrouve le chemin. Mais il est également bon dans cette marche vers la réussite de savoir taire ses projets et de les mûrir à fond dans un silence interne. Ceci nous permettra d'éviter de nous faire décourager par les pessimistes à outrance et les voleurs de rêves. Si nous crions sur tous les toits nos projets et nos rêves, nous risquons de ne jamais les réaliser. La voie du silence est donc la voie royale de la réussite. Dans le livre des préceptes d'or, qui est un des ouvrages que l'on met en Orient entre les mains des étudiants du mysticisme, il est précisément dit ceci dans la partie traitant de la voie du silence. Lorsqu'à lui-même sa forme paraîtra non réelle, comme au réveil paraissent les formes vues en rêve. Lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il pourra discerner l'un, le son intérieur qui tue l'extérieur. Alors, et alors seulement, il abandonnera la région d'Azat, le faux, pour entrer dans le royaume de Sat, le vrai. Avant que l'homme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. Avant que l'homme puisse entendre, l'image, c'est-à-dire l'homme, doit être devenu sourde au fracas comme au murmure, au cri des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, comme à l'esprit du potier, l'est la forme sur laquelle l'agile est modelé. Alors l'âme entendra et se souviendra. Alors, à l'oreille intérieure, parlera. Si ton âme sourit, en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au maître, sache-le ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. Lorsque ton âme en bouton prête l'oreille au tumulte du monde, lorsque ton âme répond à la voix délirante de la grande illusion, lorsque, effrayé à la vue des chaudes larmes de la douleur, assourdi par les cris de détresse, ton âme se retire comme la timide tortue dans la carapace de l'égoïsme, sache-le ô disciple, ton âme est un tabernacle indigne de son Dieu silencieux. Le silence nous permet de pénétrer notre moi profond et de nous acheminer vers la voie de la connaissance de soi. Car comment pourrait-on prétendre connaître le monde si on ne se connaît soi-même? La connaissance du monde passe inévitablement par la connaissance de soi. Et qui pourrait réussir s'il ne connaît pas le monde, ou tout simplement son monde? On pourrait maîtriser l'extérieur si on ne connaît pas suffisamment l'intérieur. Or, seul le silence peut nous permettre de rentrer en nous-mêmes pour mieux cerner notre nature et nous orienter vers notre devenir. En se lançant sur la voie de la connaissance de soi, il est important de taire ses projets et de les méditer pour les mûrir et prendre les meilleures décisions pour soi-même. S'il est vrai que les conseils des gens sont importants, il n'en demeure pas moins que mon meilleur conseiller demeure moi-même, car personne ne peut connaître mieux que moi-même. Alors, qu'on se le tienne pour dit, faisons silence, traçons notre voie et avançons vers la réussite. Un autre précepte aussi important que les autres est la culture de donner. Pour recevoir, il faut donner. En effet, plus on donne avec le cœur, plus on reçoit. La nature est tellement généreuse que chaque fois que nous donnons quelque chose, que ce soit des connaissances,
de l'amour, des biens matériels, ceci nous revient multiplié. C'est la loi de la nature, aussi simple que cela. En effet, ce que l'on donne est comme un placement que nous faisons. Non seulement il va nous revenir, mais encore multiplier et des fois au-delà de nos espérances. C'est pourquoi il est important de donner du bien, d'émettre des pensées positives, car on ne récolte que ce que l'on a semé. Ainsi, par exemple, si vous êtes à la recherche d'une idée, d'un livre ou de je ne sais quoi et entrer au savoir, donnez une idée ou un livre et vous verrez que, comme par miracle, ce que vous cherchiez vous sera transmis comme par miracle. Parce que l'idée que vous émettez laisse une place libre dans la nature, dont la nature se hâte de remplacer par une autre idée beaucoup plus puissante. Que ce soit une pensée positive ou négative, c'est le même mécanisme. Alors, si tu veux recevoir beaucoup, donne beaucoup. 11e et dernier principe. Vivez à 110%, car tout a une fin, même la vie. Toute chose a une fin, même la vie.